Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Dabarou TV. Nous sommes sur l'émission Déballage. Et sur Déballage, nous recevons aujourd'hui le secrétaire général adjoint du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Bédi, notre ex-confrère, si on peut le dire ainsi. Avec lui, nous allons parcourir les actions du gouvernement de la rupture. Nous allons faire le tour d'horizon des grandes actions. Nous allons parler du bilan 9 ans après la gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Nous allons parler des infrastructures. Nous allons parler de beaucoup d'autres choses. Merci de prendre ce rendez-vous. Monsieur le porte-parole du gouvernement, merci d'accepter notre invitation. Bonjour cher ami Bok, c'est un plaisir d'être dans vos studios. Ah oui. Alors, un séjour dans le Septentrion depuis quelques jours, dites-nous, en tant que de votre position d'exécutif, si on peut le dire ainsi, qui parcourt le pays, qui voit des réalisations faites par le gouvernement auquel vous appartenez, c'est quoi le sentiment qui vous anime? De façon générale, un sentiment de satisfaction qui tient de ce que les populations elles-mêmes que nous rencontrons sont généralement satisfaites de l'action du gouvernement. Parce que nous avons fait un bilan qui, à mes égards, et toute proportion gardée, est quand même très reluisant. Malgré les points d'insatisfaction. Oui. Il y en a, c'est sûr. Nous avons fait de très belles choses, mais il y a aussi des choses perfectibles. Et les populations qui regardent ça avec lucidité nous disent parfois, oui, il nous manque encore telle chose, vous n'avez pas très bien fait ceci, mais globalement, à l'arrivée, le bilan, il est bon. Donc, la satisfaction des populations est la nôtre également, et cela nous encourage sur les 11 mois et à peu près 3 semaines qui restent pour que le mandat s'achève. Cela nous encourage à performer encore davantage pour densifier le bilan qui, en l'état, est déjà très bon. Alors, si je vous demandais de quoi êtes-vous fier en termes de réalisation, en termes de réforme, tout ce qui a été fait jusque-là, de quoi êtes-vous le plus fier, vous, en tant que porte-parole du gouvernement? C'est difficile de choisir dans ces conditions-là, mais je vous ferai la réponse du président Patrice Talon lui-même, qui a l'habitude de dire, je crois que ce que j'ai le mieux réussi, c'est d'instaurer ce nouvel état d'esprit qui fait que les Béninois et les Béninoises savent et considèrent désormais qu'il n'y a rien qui leur soit inaccessible, qu'aucune ambition n'est trop grande pour le pays et que, à force de se battre, de faire les efforts que nous faisons là, ils sont convaincus que les résultats seront au rendez-vous. Ça dépasse tout le reste. Ça dépasse les routes, ça dépasse les immeubles qu'on fait ici et là, ça dépasse les autres réalisations de confort dont nous avons besoin, mais de savoir qu'on a un état d'esprit conquérant. Savoir que devant la première difficulté, on ne baisse plus les bras. On ne recule plus en courant, comme on a connu par le passé. Un pas en avant, 10 pas en arrière, parce que c'est difficile. Savoir qu'on fait front comme un grand pays, comme un grand peuple, je crois qu'effectivement, c'est la plus belle victoire que tous ensemble, avec les Béninois, ces dernières années, nous sommes en train de remporter. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, comme par le passé, on fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Vous ne pensez pas que c'est assez sévère de le dire ainsi parce que le gouvernement a une continuité. Il y a eu des actions qui ont été menées dans le même domaine que vous êtes en train d'abonder. Des routes ont été construites avant vous et il y a eu des infrastructures avant vous également. Vous pensez que s'il y a eu tant de recul, on aurait cet acquis que vous avez retrouvé en 2016? Ce sont les Béninois eux-mêmes qui le disent parce qu'ils sont nos meilleurs juges, nos meilleurs arbitres. Oui. Ils observent. Ils ont vu de 1960 à 2016. Ils ont vu en particulier de 1996 à 2006, de 2006 à 2016, et ils voient maintenant de 2016 à aujourd'hui 2025. Ils savent combien aujourd'hui on a des gouvernants qui sont davantage des hommes d'État que des politiciens. On a des gouvernants qui ont le courage de l'action. C'est pas facile, j'en conviens. À l'épreuve, on peut le dire, c'est pas facile d'être homme d'État et de renoncer à toute forme de politique à la petite semaine, de renoncer au populisme, à la démagogie et d'oser affronter les problèmes les plus difficiles, parfois considérés comme insolubles, au risque de prendre les injures, de recevoir les jets de pierre, mais en étant convaincu que l'arbitre, quelle histoire, Grand H, dira, ils avaient raison de faire ça. C'est le choix que le président Talon a fait. Celui d'affronter les difficultés, de nous amener, de nous apprendre à faire face aux difficultés, à les affronter et avancer plutôt que de renoncer. J'ai dit sans être sévère. Vous pensez que c'était trop sévère? Oui. Les Béninoises vous le disent. Comment les années d'avant
nos dirigeants en général ont vite renoncé face aux premières difficultés. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et j'entends les Béninoises et les Béninois qui, en 2016, pour certains, ne croyaient pas du tout en M. Talon, n'avaient même pas voté pour lui. Oui. J'entends d'autres qui avaient voté pour lui, qui au début, avec les premières actions fortes, les premières réformes, étaient découragés, s'en sont détournés et qui aujourd'hui vous disent, on n'avait pas compris au départ. Mais maintenant, on voit l'ampleur de l'État et ce sont eux qui demandent est-ce qu'il ne peut pas rester même. Et croyez-moi, si je vous le dis, oui. Même parmi les adversaires les plus farouches du président, il y en a qui, hors caméra, au micro, vous disent s'ils pouvaient continuer encore. Ben, il y en a également parmi ceux qui se montrent fidèles au président de la République qui certainement ne sont pas d'accord avec beaucoup de choses et qui ne sont pas à l'aise parce qu'ils savent ce qu'était le Bénin lorsqu'on occupe une telle fonction par le passé et ils savent ce qu'est aujourd'hui. Vous êtes sûr que tous ceux-là qui sont aujourd'hui membres du gouvernement, qui soutiennent l'action du gouvernement, sont pour tout ce qui se passe? Une équipe, c'est une pluralité d'opinions. C'est une diversité d'horizons. On n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes ressentis face aux situations, on n'a pas les mêmes projections. Mais après, une équipe, c'est aussi une moyenne. C'est la synthèse de toutes les ambitions, de toutes les idées, de toutes les sensibilités qu'on essaye de faire pour que l'équipe soit homogène et qu'elle avance malgré tout. Que si elle joue, qu'elle fasse 80-90% de victoires pour 10% de défaites, c'est déjà top. Mais si une équipe fait 60 ou 70% de défaites pour 30 ou 40% de victoire, elle n'est pas vraiment très performante. Donc, à l'intérieur d'une équipe, vous pouvez avoir des maillons faibles. À savoir que la chaîne la plus forte, elle a la faiblesse de son maillon le plus faible. Si on identifie ces maillons, c'est comment on les consolide, c'est comment on les encadre par d'autres maillons qui sont plus forts afin que les maillons faibles se sentent quand même à l'aise dedans. Donc, c'est dire qu'effectivement, dans une équipe, vous pouvez avoir des gens qui, du fait de leur sensibilité, de leur approche, ne seraient pas tout à fait à l'aise avec telle ou telle décision, telle ou telle action, mais dès lors qu'ils sont dans l'équipe, ils fondent leur ego dans celui de l'ensemble et tant que la machine marche globalement bien, ils savent que c'est aussi ça la vie, il faut faire des concessions et avancer en équipe parce qu'on est plus sûr d'aller loin. Alors, tout à l'heure, vous parliez de risques que le chef d'État a pris à oser. Et l'un de ces risques, c'est qu'il qui donne aujourd'hui l'impression de mettre plus l'accent sur les infrastructures, sur une ville belle, un Bénin beau. On voit à Cotonou tout ce qui est déployé comme infrastructure, tant sur le plan routier que d'autres plans. Dites-nous, est-ce que vous ne craignez pas que vous allez beaucoup plus sur les infrastructures et oublier le capital humain, les hommes qui doivent quand même bien manger pour aller vendre dans un marché, qui doivent être rassasiés pour conduire sur une route? Vous n'avez pas cette impression que vous abondez beaucoup plus dans le sens des infrastructures en oubliant les populations? Pas du tout. Aucun secteur n'a été oublié. C'est le cas de dire les infrastructures. De 1960 à 2016, notre pays disposait d'un peu plus de 2000 km de routes revêtues, donc bitumées. Et la majeure partie en mauvais état, soit parce qu'à la conception déjà, ça n'a pas été bien fait, ou parce que très vite, ça s'est dégradé. De 2016 à aujourd'hui, le gouvernement a engagé pour plus de 3000 km de routes, soit en 8-9 ans, plus que ce qui a été fait en 56 ans avant. Mais ça n'est pas une raison pour considérer qu'on donne plus l'attention aux routes au détriment d'autres secteurs. C'est quand même ce gouvernement qui a fait que l'école béninoise marche mieux maintenant. Le capital humain, vous en parliez. Vous avez des années scolaires régulières, normales. Les enfants, en supprimant le droit de grève. S'il vous plaît. Oui. Vous regardez un mal pour 10 biens. Vous savez très bien l'expression. Oui. Un mal pour un bien. Oui. Et si vous avez un mal pour 10 biens, c'est encore meilleur. Le droit de grève, on en a tellement joui que Dr Boniaï a dit, ça c'est quelle démocratie? C'est une démocratie Nescafé. Oui. Vous avez oublié? On se rappelle. Et il a martelé 3 fois. Oui. Nescafé, 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 pour dire que à fonctionner comme on le faisait avec cette démocratie-là, elle ne nous conduisait nulle part. Il avait ajouté même, une démocratie qui ne nourrit pas son homme, c'est un poison pour le peuple. Il nous faut le renouveau économique, en plus du renouveau démocratique.
pour faire le renouveau économique dans un contexte comme le nôtre, si vous n'engagez pas la transformation structurelle de l'économie, comme on est en train de faire depuis quelques années, c'est en vain que vous aurez cherché le renouveau économique. Donc, on fait, l'école fonctionne mieux. L'hôpital fonctionne mieux. Monsieur Barnabas Oroukouman, si votre épouse a le bonheur de porter votre enfant et qu'elle est à terme, aujourd'hui, elle va dans n'importe quel centre de santé public, elle sera traitée dignement comme une femme béninoise. Absolument. Personne ne lui dirait, madame, nous sommes en grève, vous pouvez rentrer chez vous, même si on la voit en travail et que sa vie et celle de son enfant sont menacées, ça se passait avant ça. C'est mettre l'accent sur le capital humain que de permettre aux gens, dans les hôpitaux, dans les écoles, d'avoir accès aux services sociaux de base. C'est ça aussi qui fait que dans le prolongement, nous avons mis en place l'assurance pour le renforcement du capital humain. Ce grand projet, au sein duquel il y a une dimension assurance maladie universelle, dont la phase de généralisation est en cours actuellement. Nous avons fait une phase pilote. Nous avons, dans ce cadre-là, recensé à travers tout le pays les Béninois qui sont considérés comme pauvres extrêmes, c'est-à-dire, au terme des Nations Unies, ceux qui n'ont pas $1 par jour pour se donner au moins un repas. Pauvres extrêmes. Les pauvres non extrêmes, ceux qui peuvent s'offrir au moins un repas, mais qui ne sont pas sûrs d'en avoir un deuxième ou un troisième. Et pour tout cela, nous avons dit que dans le cadre de l'assurance maladie, les pauvres extrêmes, l'État supporte à 100% leurs frais, depuis la consultation jusqu'aux soins, en passant par l'hospitalisation et autres. Les pauvres non extrêmes, l'État supporte 50%, eux-mêmes supportent 50%. Si ça n'est pas mettre l'accent sur le capital humain, comment vous l'appelez? Nous avons, parce que l'école publique fonctionne mieux, nous avons redonné vie et amplitude au programme des cantines scolaires, qui a existé sous le général Kérékou, qui a existé sous le président Yahi, mais quand vous faites le bilan, par exemple, sous le président Yahi, les cantines scolaires par an, c'était 1 milliard de francs CFA pour toute l'année. Du milliard, vous enlevez 200 millions pour le comité qui s'occupait de la gestion des cantines scolaires. Il reste 800 millions pour 200 000 enfants ou un peu plus impactés à l'époque dans 1500 écoles. À l'arrivée, les enfants, ils ont mangé pendant 20 jours dans l'année scolaire, qui en compte 180, et puis les cantines scolaires étaient fermées. Depuis 2016 que le président Patrice Talon est là, avec les réformes que nous avons faites, les cantines scolaires ouvrent le jour de la rentrée des classes, travaillent sans discontinuer jusqu'au jour des vacances. Donc les enfants mangent 180 jours dans l'année. L'année scolaire d'avant celle qui s'achève, nous avions mis pas moins de 35 milliards de francs CFA dans les cantines scolaires pour impacter 1 300 000 enfants dans plus de 5 000 écoles primaires publiques. Et vous voyez bien que là aussi, c'est s'intéresser au capital humain que de faire en sorte que les enfants, dès le bas âge, n'abandonnent pas les classes parce que leurs parents n'ont pas pu leur donner un repas chaud et qu'ils soient sûrs en allant à l'école publique qu'ils auront ce repas. Et maintenant, une nouvelle dimension de ce programme. Le programme de supplémentation pour les 1000 premiers jours. Parce que tous les spécialistes de la santé humaine et infantile en particulier vous diront que l'essentiel du potentiel cognitif de l'enfant se met en place de sa conception jusqu'à ses 2 ans, un peu plus, donc les 1000 premiers jours. Et nous ne sommes pas sûrs, en regardant les pratiques, nous le savons d'ailleurs, que la nutrition n'est pas toujours optimale pour ces enfants. Et nous avons décidé maintenant de mettre un programme en place pour soutenir les femmes enceintes déjà et les enfants pendant les 1000 premiers jours à travers un apport en supplément. C'est comme des additifs qu'on leur apporte pour qu'ils aient toutes les substances qui leur permettent de se développer normalement, de développer tout leur potentiel. Ça aussi, c'est s'intéresser au capital humain et c'est surtout projeter le Bénin dans l'avenir en disant dans quelques années, nous aurons des enfants bien portants qui ont toutes leurs capacités et qui peuvent prendre en charge les questions de développement de notre pays. Alors, une chose est d'assurer que les enfants du Bénin naissent dans de bonnes conditions et grandissent, qu'ils aillent à l'école, mais l'autre chose est d'assurer, de garantir leur avenir à travers la mise en place d'un système éducatif qui garantit un meilleur avenir, qui garantit de l'emploi à la fin de la formation. Et dans ce sens, des lycées techniques ont été promises aux populations. Où en sommes-nous concrètement? Les lycées techniques, et vous avez raison d'en parler, et le fait que vous en parliez devrait davantage vous rassurer de ce que
la dimension du personnel humain n'est pas occultée dans notre action. Est prise en compte. Mais la concrétisation, ces lycées techniques, les 30 lycées techniques agricoles, à réhabiliter et ou à construire. Les lycées et les écoles de métiers, les lycées techniques scientifiques. C'est un programme majeur pour nous amener dans quelques années à inverser la situation actuelle et faire en sorte que ceux qui vont dans le système de l'enseignement et la formation technique et professionnelle soient plus nombreux, jusqu'à atteindre 70% par rapport à ceux qui font l'enseignement général. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ces lycées, nous avons mobilisé déjà de l'argent. À l'heure où je vous parle, et le président de la République l'a dit devant l'Assemblée nationale, pas moins de 400 milliards de francs CFA mobilisés pour la réalisation de ces lycées et écoles de métiers. Il s'est passé que, après les difficultés rencontrées parfois par certaines communes pour la mise à disposition des sites, parce qu'on a demandé de grands domaines parfois jusqu'à 1000 hectares, 500 hectares, puisque en dehors des infrastructures, il y aura aussi des fermes sur lesquelles les apprenants vont pouvoir s'exercer, faire la pratique. Il y a eu des communes, à l'époque, une dizaine ou une douzaine, qui avaient du mal à libérer l'espace. Le président de la République, à un moment donné, a dû organiser une séance avec les maires, les préfets concernés, pour chercher les solutions. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il en reste une ou deux parmi les communes qui ont toujours des difficultés pour trouver un site. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle les chantiers physiques n'ont pas commencé. Puisque des études ont été réalisées par l'Agence de développement de l'enseignement technique. Les marchés, les appels d'offres même ont été passés. Et pour certains de ces lycées, on a conduit le processus à terme, attribution de marché, et fort heureusement pour nous, comme on veut bien faire les choses pour que ça soit durable, une fois que l'adjudication a été prononcée, il avait été demandé aux gens de prouver les états de service antérieurs. Donc, certains ont pu vous dire, nous avons déjà réalisé telle et telle infrastructure dans tel pays. Ça a fait bizarre un peu au comité. Il dit, bon, allez vérifier pour qu'on soit sûr qu'en confiant les chantiers, ce sera bien fait. Et il s'est fait qu'on a vu des entreprises qui n'avaient jamais rien fait de tout ce qu'elles ont mentionné dans leur CV. On a donc rebattu les cartes et il faut reprendre. Voilà pourquoi, à l'heure où on parle, les chantiers physiques n'ont pas commencé, mais je vous dis, l'argent est mobilisé et dans nos prévisions, en 2025, là, les premiers chantiers physiques seront lancés. D'accord. Parlant de chantiers, il me plaît de parler des chantiers des 2KP parce que... Mais vous avez dit qu'on fait trop de routes. Pourquoi vous voulez encore qu'on s'occupe des routes? Non, mais c'est pas mauvais de faire des routes. Ah, mais voilà. Qu'on fait trop de routes. Parce qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. La route fait manger, mais on doit également s'occuper des populations. On en viendra, on parlera des agriculteurs tout à l'heure. Alors, avant les agriculteurs, je parle des infrastructures. Moi, personnellement, vous savez combien de fois je vous ai... vous avez un intérêt particulier à ce projet. À ce projet des 2KP. Et lors de ma tournée traditionnelle que je fais chaque année, on était, mon équipe et moi, très heureux de voir que la route Kota-Kouandé a pris corps, de voir que les 2KP, Djougou, Peonko, Kérou, Banikwara, et également, même si ce n'est pas à vitesse de croisière, voilà, et ça avance également. Alors, dites-nous, Kota-Kouandé, il y a comme un cheveu dans la soupe où Peonko Kouandé reste jusqu'à aujourd'hui sans aucune situation concrète. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera comme un travail inachevé? On dit chez nous, il faut manger le serpent jusqu'à la queue. Et le serpent a commencé par être mangé de Kota. Et la fin, c'est peut-être Peonko ou Forbouré, mais ça arrête à Kouandé. Qu'est-ce qui est prévu pour ce chantier-là? Peonko Kouandé, qui est vraiment le chantier qui va relier les 2KP à leur chef-lieu de département qui est Nati Tengou, parce que l'autre route qui va à Djougou, il n'y a pas un intérêt particulier parce que les 2KP ont leur chef-lieu qui est Nati Tengou et l'idéal serait que Nati Tengou soit relié aux 2KP. Je peux vous rassurer, cher ami, que ça n'est pas un oubli. D'accord. C'est une question de programmation et de planification. Déjà, il est heureux que vous souligniez vous-même qu'aujourd'hui, Kota-Kouandé avance très bien. Ah oui, très bien. Et tous ceux qui ont fait cette route, vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai été dans la même position que vous, j'étais journaliste. Nous qui avions fait des missions par là,
Nous savions qu'il fallait passer 2 heures, parfois 3, en fonction des saisons, pour parcourir les 40-45 km maximum qui séparaient Kota de Kouandé. Aujourd'hui, avec l'évolution de cette voie, déjà aux 2 tiers, d'après les dernières informations que j'ai reçues, on note l'enthousiasme des populations qui voient combien leur calvaire est en train d'être corrigé. De la même façon, vous avez évoqué la route du coton, de Djougou jusqu'à Banikwara, qui avance, pas au même rythme, mais qui avance. Là aussi, c'était une attente de très vieille date des populations, qui sont aujourd'hui rassurées de toutes les façons que cette route sera bitumée. Et quand on le fait, vous avez vu, vous savez quelle qualité de bitume nous faisons pour que ce soit durable. Maintenant, la section Peonko-Kouandé, comme vous évoquez, nous avons décidé de faire en sorte que les communes du Bénin soient reliées par au moins une voie bitumée. Aujourd'hui, il reste autour de 5 communes qui ne soient pas encore impactées par ce programme. Mais si on a fait Kota Kouandé aujourd'hui, si on a fait la route du coton, la section Peonko-Kouandé n'est pas la plus importante en termes de volume, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'à cette allure-là, il n'y a pas de raison que cette section ne soit faite. Elle ne sera peut-être pas faite dans les 11 prochains mois, mais on peut être rassuré de ce que, à tout le moins, pour le successeur du président Talon, ça va rentrer dans les priorités. Si on réussit à boucler pour les 5 communes qui restent avant la fin du mandat, ce serait bien. Boucler en termes de financement, études, peut-être même contractualisation, quitte à ce que les chantiers s'exécutent après, ce serait tant mieux. Si on n'a pas réussi à faire ça, celui qui arrivera saura que bon, pour que toutes les communes du Bénin soient reliées, pas au moins une voie bitumée, on est déjà à 70 ou 72 communes, il en resterait 5 ou 7 et ce sera encore plus aisé pour celui-là parce que l'ampleur des réalisations aujourd'hui donne l'assurance aux uns aux autres que désormais, tout est possible si on met la volonté et le sérieux. D'accord. Toujours restons dans les 2 KP avec le pont de Kankou. Le tristement célèbre pont de Kankou qui jusque-là attend son pont. On a vu une entreprise s'installer lors de notre tournée, ils étaient en pleine installation. L'installation est finie, mais jusqu'à présent, pas de coup de pioche, pas de démarrage concret des travaux. Qu'en est-il, monsieur le porte-parole? Je comprends votre impatience. Elle a été la même. Quand on a annoncé qu'on allait faire Kota Kouandé et que ça n'avait pas commencé, et moi j'avais eu la même attitude de vous rassurer, vous devez vous souvenir. Et je me souviens que justement la toute dernière fois, c'était la station régionale de la SRTB, ex-OETB, et je vous avais dit, ça va se faire. De la même façon, par rapport au pont de Kankou, je vous ai donné les assurances. Vous avez noté que l'entreprise est installée. Oui, elle est installée. Le lundi dernier, et je me suis enquis de la situation et on m'a rassuré que l'entreprise est en place. Donc, les travaux vont démarrer incessamment. Et il n'y a pas que Kankou. La même entreprise est en charge d'une dizaine de ponts dans la zone. Donc, encore une fois, soyez à votre aise, soyez rassurés. On fera le pont de Kankou comme on est en train de faire Kota Kouandé et comme on est en train de faire Djougou Banikwara et comme probablement on finira par faire Peonko Kouandé. D'accord. Alors, nous restons dans les infrastructures, cette fois-ci le cadre de vie avec le projet asphaltage qui est dans sa 2e phase. Et Parakou bénéficie de cette 2e phase. Nous avons vu les travaux démarrer à Parakou, nous avons vu un certain nombre de rues. D'abord, j'aimerais avoir l'assurance, il y a une rue qui préoccupe beaucoup les populations de Parakou, la rue Yaïboni, qui semble dans la liste dévoilée des rues qui sont prises en compte, ne figure pas et qui est dans un état très dégradé. Est-ce que c'est parce que la rue est appelée rue Yaïboni ou bien est-ce que c'est parce que la rue mène au domicile du président, de l'ancien président Boni Yari, qu'elle est restée comme ça, négligée à la limite? Le président Yaïboni, c'est un ressortissant d'abord de la commune de Tchaourou, n'est-ce pas? Tchaourou. On a refait Dassa Parakou et on n'a pas sectionné à partir de Kilibor et pour
traverser Tchaourou et dire que on n'a pas fait ça. Non, du tout. On a traversé Tchaourou. Vous avez même fait un giratoire à Tchaourou. Que vous saluez. Et c'est nous encore qui sommes en train de faire la route Tchaourou, oui. Bétérou, frontière Nigeria, oui. N'est-ce pas? Oui. Pour quelle raison? Si on avait choisi de le faire, on occulterait cette rue. Oui, parce qu'il y a la première phase de l'asphaltage qui n'a pas pris en compte cette rue. Et la deuxième non plus. D'abord, vous dites bien cette rue, mais vous savez qu'elle avait déjà été bitumée. Elle avait été bitumée du temps du président Boni Yayi lui-même. Même si la qualité du bitume d'hier n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. N'a rien à voir avec la qualité remarquable de ce qu'il se fait aujourd'hui. Et en effet, cette rue, on peut l'apercevoir, le bitume, il est déjà un peu dégradé, sinon beaucoup. Beaucoup. À côté, il y a d'autres rues qui n'en avaient jamais bénéficié. Oui. Et il faut savoir que le programme asphaltage, ce n'est pas le gouvernement qui reste à Cotonou et qui choisit les rues. Le choix des rues, leur priorité est déterminée par les différentes communes impactées. Ce sont elles qui proposent pour dire chez nous, voici les rues qui nous semblent à cette étape-ci les plus à prendre en considération, et les cadres du ministère regardent avec les services techniques des mairies concernées pour faire les arbitrages et ajuster. Donc c'est la mairie qui n'a pas... Maintenant, je me souviens, Parakou a eu la première phase d'asphaltage, redoutait de ne pas avoir la deuxième, pendant que d'autres villes comme Djougou réclamaient la première, même s'il fallait déposséder Parakou pour elle, mais on n'a pas fait ça. Parakou s'est retrouvé dans la deuxième phase. J'ai l'habitude de dire, quel que soit le président qui va succéder au président Patrice Talon, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut faire 5 ans, 10 ans à la tête du Bénin et ne pas poursuivre le programme asphaltage, par exemple? Il manquerait quelque chose. Ça dépendra. On a vu, convaincu, et lorsque vous êtes venu nouvellement, vous n'étiez pas d'accord avec cette politique du gouvernement de faire beaucoup de routes. Ah non, du tout. C'est pas ça. Vous n'y êtes pas. Un instant. On a encore des séquences de... Attendez, personne. Attention. Oui. D'abord, je dis, personne, au regard du succès que le programme asphaltage a connu, aucun président après M. Talon ne s'aviserait de faire 5 ans ou 10 ans sans prolonger le bénéfice du programme asphaltage à d'autres villes ou à d'autres localités dans les villes qui ont déjà bénéficié de ça. Maintenant, vous dites, on n'était pas contre la politique de réalisation des infrastructures. Nous, on connaît la qualité, la valeur des infrastructures. Ce qui s'est passé, c'est que vous aviez un régime qui était en fin de mandat et qui s'est dépêché de signer ou d'annoncer un certain nombre de marchés pour un montant faramineux. Et puis, si on avait laissé faire, avec le recul, en voyant aujourd'hui la qualité des routes qu'on fait là, est-ce qu'on aurait cette qualité? Est-ce qu'on aurait cette qualité? Et donc, vous devez même vous convaincre de ça. Vous arrivez à Cotonou, vous connaissez la route des pêches? Bien sûr. Dans le programme qui était arrêté, la route des pêches n'aurait pas été faite en 2x2 comme elle est faite là. Oui, bien sûr, c'était juste une section. Et quand on a suspendu, on a revisité les contrats, retenu la nécessité ou l'importance de faire tel ou tel tronçon plutôt que tel autre, et on a redimensionné la route des pêches, par exemple. Donc, on n'était pas contre le principe, mais n'oubliez pas aussi, sans vouloir griffer personne, n'oubliez pas aussi que c'est dans la foulée de ces contrats-là qu'un certain candidat est allé prendre 15 milliards auprès d'une des sociétés qui devait réaliser les routes là, et a laissé une décharge en signant. C'est qui le candidat? Et a laissé une décharge en signant de sa main des fonctions qu'il occupait à la tête du pays, dans l'appareil politico-administratif du pays, aller prendre 15 milliards de prêts, mais qui en vérité auraient été remboursés par les surfacturations. Alors, comment vous le savez que c'était... Vous avez oublié? C'était mis dans le contrat que ça allait être remboursé par les surfacturations. Vous pensez que si le candidat là avait gagné, il aurait remboursé comment? Non, mais peut-être... Pour aller faire... Il n'est pas allé en banque faire le prêt. Non, vous ne voyez pas ce qu'il y a de malsain dedans. De quel candidat nous parlons? Vous ne voyez pas ce qu'il y a de malsain. Je parle de l'équipe qui était au pouvoir en 2016, avant l'arrivée du président Patrice Talon. Ils n'ont pas fait ça. Vous êtes bien placé pour nous dire qu'ils l'ont fait. Vous êtes journaliste, vous le savez, et vous le savez autant, Merci beaucoup. Sinon mieux que moi. Merci beaucoup. Donc, on retient que la route Boni Yayi
sera faite à un moment ou à un autre. À un moment mais pas maintenant. En tout cas, dans la phase en cours, oui. Si elle n'est pas prise en compte, c'est qu'elle n'est pas prise en compte. Mais à un moment ou à un autre, avec l'ampleur de ce qu'il se fait, moi, j'ai aucun doute qu'on finira par prendre en compte toutes les rues ou la plupart des rues de toutes nos villes. Et ça avait même été une promesse du chef de l'État que toutes les rues de Parakou seraient bitumées. Du Bénin, pourquoi pas? Du Bénin, particulièrement de Parakou, parce que Parakou, il a fait la promesse. On a vu une première phase et nous sommes très heureux de circuler dans certaines rues. Une deuxième phase qui s'annonce. Banikani, qui était un quartier très oublié aujourd'hui, voilà. à plusieurs rues. Et nous, habitants de Parakou, nous en sommes fiers. Et je vous remercie de le souligner. On le dit souvent à la population, celui qui dit merci, demande encore. On demande encore. Alors, il a raison. Alors, nous allons parler politique maintenant. Le code électoral continue de faire couler d'encre de salive. Nous avons reçu, exactement à votre place là, un membre de l'opposition, Daniel Sarak-Pera, du Parti Les Démocrates, qui fustigeait un certain nombre de dispositions comprises dans le code électoral, notamment l'article 92 et 93, où il estimait que lorsque il y a une élection, le nombre de bulletins de vote prévus au niveau des bureaux de vote, on n'en a pas prévu autant qu'il y a de partis politiques. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait le dépouillement, les feuilles de dépouillement, il y en a qui doivent aller au niveau de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême selon l'élection. Il y en a qui doivent aller à la Sénat. Il y en a qui doivent aller au niveau du coordonnateur départemental ou bien du coordonnateur d'arrondissement. Il y en a qu'on doit afficher, mais on ne prévoit pas des feuilles de dépouillement pour autant de partis politiques qui seront représentés au niveau des postes de vote. Et il estimait que cette disposition ne permettra pas aux partis politiques qui, à un moment donné, sentiraient que des voix lui ont été mal comptées ou lui ont été volées, ne pourra pas réclamer parce que ces feuilles de vote ne sont pas, on ne peut pas les photocopier pour attester qu'on a les résultats sortis des urnes au niveau des postes de vote. Donc, ce n'est que l'une des griefs que portent les partis de l'opposition à ce code électoral. Vous savez, ce fameux 20% que chaque parti doit réunir, l'accord de gouvernance qui peut être signé entre les partis. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, lorsque une décision, enfin, une disposition est aussi attaquée, est aussi dénoncée, elle mérite à un moment donné qu'on dise, bon, venez, on va discuter et qu'on revoie ce qu'on peut revoir. Nous sommes encore dans le délai de 6 mois avant les élections. Alors, vous évoquez les articles 92 et 93. Oui. Je n'en connais pas le détail. Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. D'accord. Et seulement dans l'absolu. Oui. Dans l'absolu. S'il y a matière à considérer que ces articles manquent de précision ou qu'il faudrait les ajuster, et ceux qui soulèvent la préoccupation savent exactement à quel niveau les soulever pour que ce soit pris en compte. Ce que je sais, à la Cour constitutionnelle qui n'a pas été accepté. Qui n'a pas abouti. Oui, parce que le représentant de l'Assemblée nationale aurait dit, une fois que la loi a été votée, a été validée a été validée conforme à la Constitution, il n'était plus normal, il n'était plus possible de toucher des dispositions contenu dans... Non, je ne suis pas sûr que le président de l'Assemblée ait dit ça. Parce que la loi qui est votée, qui est promulguée, publiée au journal officiel, oui. Toute loi peut faire l'objet de révision, d'amendement à un moment ou à un autre. Justement. Donc, s'il y a de raisons valables d'en arriver là un jour, je suis sûr que les acteurs politiques le feraient. Maintenant, le premier niveau de sécurité que chaque parti se donne, c'est d'être représenté dans les bureaux de vote. Absolument. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train d'en appeler à l'avènement de grands partis politiques au Bénin. Pas des partis qui peuvent être représentés dans des bureaux de vote dans 2, 3, 4, 5 départements et que dans 6 ou 7 autres, ils soient absents et après ils pleurnichent pour dire on m'a volé des voix. Vous avez vos représentants, ils sont là au dépouillement. Le dépouillement au Bénin est public et ça reste affiché sur les tableaux pendant tout le temps. Donc chacun connaît les résultats qu'il a obtenus. Ça, c'est un autre débat. Pour en arriver à l'article 146, celui-là au moins on le connaît parce qu'on en parle tout le temps, ça revient toujours des mêmes personnes qui disent 20% exigés par circonscription électorale législative
pour participer à la répartition des sièges, ça nous paraît beaucoup, ça nous paraît trop élevé, ça nous paraît trop ambitieux. Il y a des gens qui disent ça. Oui. Je note d'abord que ceux qui disent ça, ceux qui visiblement en ont peur, c'est ceux qui pourtant tout le temps nous disent « Nous sommes le plus grand parti du Bénin, nous sommes le parti du peuple, c'est nous et on nous vole notre victoire. » Je note ça. Je note que depuis que ce code a été voté, d'autres partis politiques, certainement conscients de leur faiblesse, occupent le terrain, vont sensibiliser les gens, pendant que d'autres passent le temps à se plaindre. Maintenant, pourquoi exiger 20% par circonscription électorale législative? La première ambition de ce code, c'est de faire en sorte qu'au Bénin, nous ayons enfin des partis nationaux, des partis de gouvernement. Parce que nous avons pratiqué la démocratie, le multipartisme, et de 1990 à 2016, nous avons vu que même si en octobre 2019, nous étions à 279 partis politiques au Bénin, aucun de ces partis n'a jamais réussi à prendre le pouvoir. Aucun. Quelle est cette démocratie majeure dans laquelle il y a une élection présidentielle et un parti politique ne peut pas conquérir le pouvoir? On a regardé quelles sont les raisons qui font qu'on en est là. Les raisons, c'est l'émiettement des partis politiques, leur balkanisation, des partis de région, des partis de communes, des partis de départements, des partis même familiaux, vous me passez le mot, ouais, qui donc ne sont pas en capacité de prendre le pouvoir et de l'administrer. Ils sont obligés, à chaque élection présidentielle, de se mettre derrière quelqu'un qui apparaît subitement, oui, comme un oiseau rare, soit parce qu'il a l'argent, soit parce qu'il a eu le charisme nécessaire à ce moment-là pour émerger, et les partis s'alignent derrière. Le président Talon, même s'il est arrivé au pouvoir dans ce contexte, il a tenu compte du diagnostic que les acteurs politiques eux-mêmes faisaient avant, oui, pour dire nous devons réformer. Et quand je parle de ça, Adrien Oumbedji, en 2015, quand il reprenait l'Assemblée nationale comme président, a dit dans son discours d'investiture que l'un des chantiers essentiels auxquels il fallait s'attaquer, c'était celui de la réforme du système partisan. Et il en appelait à ce que nous ayons un nombre limité de partis. Ah oui. En 2011, le président Boni Yayi, lors de sa prestation de serment pour son deuxième mandat, et je vous invite à aller réécouter son discours, il parlait lui-même de la nécessité de faire ces réformes. Il s'était inscrit à son agenda qu'on devait réformer le système partisan, réformer notre pratique de la politique. Donc, tous les acteurs ont toujours été prompts à dire. Mais entre le dire et le faire, il faut beaucoup de courage. Ah oui. Ça a manqué parfois. Sauf que celui qui est là aujourd'hui dit, ben moi, je veux bien me sacrifier pour qu'on fasse le job. Je vous montre la voie. Et on y va. On fait ça pour que, dans quelques temps, on ait des partis qui soient présents dans toutes les communes, dans tous les villages, que l'on soit béninois de tel ou tel village et que l'on aille ailleurs, qu'on soit à l'aise parce qu'on se retrouve avec d'autres. Et ça favorise le vivre ensemble, ça favorise la construction de l'unité nationale. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. 20%. Certains vous disent c'est beaucoup. Je rappelle que la Constitution de 90, dans sa version non amendée de 2019, oui, a prévu que pour être président de la République au Bénin, il faut avoir 40 ans au moins, oui, et 70 ans au plus. N'est-ce pas? Oui. Je suis sûr que vous connaissez des Béninois qui ont moins de 40 ans et qui ont envie d'être président de la République. Même moi. Je suis sûr que vous connaissez des Béninois qui ont plus de 70 ans, oui, et qui ont envie d'être de la République, toujours, parce que dans d'autres pays, il y a des gens qui, à moins de 40 ans, deviennent présidents, oui, qui, à plus de 70 ans, deviennent présidents. Oui. Mais ça a été un choix de la conférence nationale. C'était de l'exclusion? Non, c'est pas de... Quel que soit le seuil qu'on aurait fixé, oui, il y aurait eu des gens insatisfaits. Absolument. Parlant des 20%, aujourd'hui, on a une douzaine de partis politiques. Si même la loi disait qu'il faut avoir 5% dans chaque circonscription électorale législative, vous serez d'accord avec moi qu'il y a des partis qui vont vous dire c'est trop parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront jamais atteindre les 5%. À leur échelle. Puisqu'on a été aux élections, on a vu parfois des candidats ou des partis qui avaient 0,000 ou bien 1%. Absolument. Même à 1% ou 2% exigés dans toutes les circonscriptions, certains partis vont vous dire c'est trop. Ah oui, mais ce dont il est question,
c'est de favoriser l'avènement de partis de gouvernement qui peuvent administrer la cité, rendre compte de leur gestion. Les citoyens, s'ils sont satisfaits, leur renouvellent leur confiance. S'ils ne sont pas satisfaits, ils les remplacent. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a fait cette réforme. Le parti que vous avez évoqué, dont le représentant est passé ici et s'est plaint, est en place à l'Assemblée nationale un groupe de 28 députés. Et depuis 2023, non? Donc depuis bientôt 3 ans, le groupe est resté stable, soudé. Ils peuvent avoir leurs problèmes internes, mais personne n'est sorti du groupe. La mouvance n'a pas favorisé la démission d'un membre du groupe, comme ça se faisait avant. La loi interdit et stabiliser cela. Si vous dites aujourd'hui que oui, il faut mettre à 10% ou 5%, peut-être que des gens dans ce parti et dans d'autres, ça n'exclut aucun autre parti, qui ne seraient pas suffisamment satisfaits de la gestion qui est faite de leur parti, ils vont dire, ben, si nous, on va aux élections et qu'on sait qu'avec 5%, 10%, on peut enlever des sièges, sortons de ces partis-là et on va créer d'autres. Donc, à l'arrivée, l'objectif d'avoir des grands partis nationaux ne sera pas atteint. Et ceux qui se plaignent même ne sont pas à l'abri de ça. C'est ça les raisons qui font qu'il faut oser dire, allons travailler sur le terrain, éprouvons la loi, d'autant que la condition de 20%, elle est la même pour tout le monde. Au sorti des législatives de 2023, ni UPR, ni BR, encore moins LD, n'avaient obtenu 20% partout. Si UPR ou BR seul avaient eu 20% partout, ils auraient dit, c'est parce qu'ils sont sûrs que ce parti-là au moins va avoir... Mais eux, ils ont la possibilité de se mettre ensemble. Attendez, ils auraient dit, c'est parce qu'ils sont sûrs que tel parti au moins a les 20% partout, c'est pour ça qu'ils ont fixé ce seuil. Maintenant, vous dites, ils ont la possibilité de se rapprocher. La loi offre la même possibilité à tout le monde. Il y a, sur les 11 ou 12 partis qui existent aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 qui se réclament de l'opposition. Il y a d'autres qui se réclament de la majorité. Donc, vous pouvez conclure aussi des accords de coalition parlementaire entre partis de même obédience. Donc, que ceux qui se plaignent aillent voir d'autres de même obédience pour leur dire, nous, on travaille à avoir les 20% partout. Mais, on ne sait jamais. Peut-être que dans 2-3 communes, on ne va pas y arriver. Mais comme la loi nous offre la possibilité, comme une solution de rachat, de dire, si vous avez conclu préalablement à l'élection et fait savoir à la Sénat un accord de coalition parlementaire, vous pouvez, à l'arrivée, si vous avez fait au moins 10% au plan national, et qu'on va interroger vos scores dans les circonscriptions, là où vous n'avez pas fait 20%, on va additionner vos voix. Si vous avez fait au moins 10% au plan national, on va additionner vos voix dans les circonscriptions où vous n'avez pas fait 20%. Et si vous atteignez les 20% ensemble, vous allez participer à la répartition. Donc, la possibilité est offerte à tout le monde. D'accord. Vous parlez d'accords parlementaires et je veux parler d'Adrien Mbedi avec l'UPR qui était constitué de l'UP, du PRD, qui a des... Vous parlez à l'imparfait. Oui, à l'imparfait parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au niveau de cette formation politique. Nous avons vu l'adresse de Adrien Mbedi qui a démontré de par ses explications que la mise ensemble, la fusion de l'UP et du PRD ne provoquait pas la disparition du PRD. Nous avons vu le ministre qui a interpellé le secrétaire général du parti PRD pour usage pas frauduleuse, si je peux le dire ainsi, du PRD, du logo de PRD. Alors, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les ficelles ont été mal tissées entre l'UP et le PRD pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce divorce avec beaucoup de bruit? Je laisserai les responsables de l'UPR apprécier la situation et vous en parler avec toute la latitude qu'il faut. Oui, de votre position. De ma position, oui. J'observe. Ce que je sais et que je peux partager avec vous, avec les amis qui nous suivent, c'est que les tests des partis politiques sont leurs lois internes. Ces tests ne sont pas au-dessus des lois de la République. Et il m'a semblé avoir vu une décision de la Cour constitutionnelle rendue à un moment donné qui constatait et consacrait la fusion des deux partis, UP et PRD, laquelle fusion a donné l'UPR et a conséquemment entraîné la disparition de l'un et de l'autre dans leur état d'avant.
Si demain, des acteurs du parti X ou Y, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tentations d'aller ailleurs peuvent arriver, oui, pour une raison ou une autre. Si demain, des acteurs décident de partir de ce parti et d'aller en créer un autre, c'est leur libre choix, d'après les tests de la République. Mais ils iront créer un autre parti, certainement pas celui du même nom, puisque au terme des accords qu'ils ont, il y a des choses qui ne sont pas possibles sur une certaine durée. Donc, ils peuvent aller créer d'autres partis. En ce moment-là, on pourra refaire le débat, on appréciera. Donc à vous entendre, ça veut dire en l'état, le PRD ne pourra plus exister, l'UP ne pourra plus exister. De la compréhension que j'ai de ce qui est arrivé, oui, et de la décision rendue par la Cour constitutionnelle à un moment donné, c'est que UP ne peut pas exister aujourd'hui sous la forme qu'on lui connaissait. PRD ne peut pas, parce que l'accord entre les deux, me semble-t-il, indique même que sur une période de 15 ans, il n'est pas possible pour l'un ou l'autre de revendiquer et d'exploiter des attributs qu'il avait avant. Donc, attendez de voir comment tout ça se développe, comment ça évolue, s'il y a éventuellement un contentieux ou non, ou s'il y a une solution politique que les uns et les autres appliquent, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi est-ce que ça fait des vagues. Oui. J'ai lu parfois que c'est des questions de positionnement à venir, et je sais que ceux qui sont des partenaires au sein de l'UPR, ce sont de grands acteurs politiques, généralement expérimentés, et qu'ils sauront trouver les solutions à un moment ou à un autre pour avancer. Ah oui, et tout récemment, on a vu les prises de position du président Mbedi qui s'est attaqué à la gouvernance talent à un moment donné, qui a parlé de l'exclusion, qui a parlé des prisonniers politiques, et qui a parlé d'un certain nombre de choses qu'on entend que chez les hommes de l'opposition. Comment vous interprétez cette prise de position qui a été inattendue, qu'on n'espérait pas de Maître Adrien Mbedi, qui pourtant appartenait ou appartient à l'UPR, un parti qui soutient le gouvernement? Ce que j'en pense, c'est ce que j'avais déjà dit, à savoir que il ne faut pas juger le président Adrien Mbedi sur la base de cette dernière déclaration seulement. C'est le même qui avait déjà constaté que le Bénin, dont le président Patrice Talon a hérité, était un Bénin fracassé, descendu de son piédestal. C'est le même encore qui avait déjà fait le constat de la nécessité de réformer courageusement et de faire advenir de grands partis. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'entre le vouloir et le faire, il y a parfois loin la coupe aux lèvres parce que ça nécessite beaucoup de courage. Pour autant, les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Et ce n'est pas parce que les mélancolies adviennent que ces changements perdent de leur pertinence, de leur efficience. Nous y sommes. On a fait des choix, on a fait des réformes qui ont produit des résultats, qui montrent aujourd'hui, par exemple, de la stabilité dans nos communes. Vous avez des conseils communaux en place depuis 5 ans. On n'a pas entendu qu'un maire a été destitué, que tel conseil communal est en ébullition, comme ça se passait avant, parce qu'aujourd'hui, on essaye de remettre les partis politiques au cœur du jeu démocratique. Et les partis sont plus forts que les individus. C'est aussi un des gains de cette réforme. Et au plan national, cela doit s'en ressentir. Après, encore une fois, les dynamiques politiques ou politiciennes ont parfois des ressorts qui échappent au rationnel et il appartiendra aux acteurs de savoir les apprécier, les aborder, de faire les discussions et les arbitrages qu'il faut pour que tout se passe convenablement. Présidentielle de 2026, c'est pour la première fois le Bénin fait des élections générales et nous apprêtons à vivre ces moments uniques. Dites-nous, quelle est la position du gouvernement aujourd'hui dans les préparatifs des partis qui soutiennent le gouvernement dans les préparatifs, parce qu'il faut préparer 3 élections et on est je ne sais quoi, à 11 mois de ces élections et puis silence radio. C'est nous qui avons impulsé les changements, les réformes, pour établir une année électorale. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant, nous avions un calendrier électoral qui nous sollicitait tous les 18 mois en moyenne. Tous les 18 mois, les Béninois étaient appelés aux urnes. Donc, l'État mettait beaucoup d'argent, on sollicitait le temps des populations, le pays était à l'arrêt pendant des mois parce que le temps de la campagne électorale, et à l'arrivée, comme disait le général Kérékou, sur un mandat de 5 ans, en vérité, vous avez peut-être passé vraiment 2 ans, 2 ans et demi à la tâche. Le reste du temps, c'était la politique. Maintenant, on est en train de changer cela pour que
sur le mandat de 5 ans, 4 ans et demi au moins, soient effectivement consacrés au travail acharné pour transformer le pays, et que pendant 6 mois, nous ayons le temps des joutes politiciennes, d'aller faire campagne, où la tension baisse, parce que les gens, même dans les bureaux, sont plus portés vers la conquête du pouvoir. Donc ça, c'est un acquis. Oui. Dans cette perspective-là, ce qui relève de la responsabilité du gouvernement, ce sera fait en mettant les moyens qu'il faut à la disposition des différentes instances qui ont leur partition à jouer dans l'organisation correcte des élections. Oui. Également, en ce qui concerne le maintien, la garantie de la sécurité pour tous, candidats comme citoyens, et faire en sorte que, en ce moment-là, au jour des élections, tout se passe bien. Le gouvernement jouera sa partition. Maintenant, vous êtes préoccupé de savoir comment le gouvernement gère avec les partis qui le soutiennent, ce qui vient. Il reste quelques mois. C'est en octobre, d'après les calendriers que vos organes ont publiés, autour du 14 octobre, me semble-t-il, l'opinion doit pouvoir être fixée sur la liste de ceux qui ambitionnent d'aller à la succession du pouvoir et à la succession du président Patrice Talon. Donc, nous sommes en juin. Ça veut dire que dans 3 mois et demi, 4 mois maximum, nous serons tous fixés. Il se passe au sein de certains partis qui aspirent à, comme il se passe au sein de ceux qui soutiennent le président Talon, des discussions, des concertations, c'est sûr, pour arriver à se fixer autour d'un duo de candidats qui satisfassent globalement l'ensemble des acteurs de cette majorité-là. Et puis, ce duo ou ces duos iront à la compétition avec, nous l'espérons bien, des chances de succès. Avec des chances de succès. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour finir, nous allons parler de notre profession, nous allons parler des médias. Nous avons attendu durant 9 bonnes années l'aide de l'État à la presse. C'est annoncé de plus en plus dernièrement, mais jusque-là, nous ne voyons pas la concrétisation. Nous sommes, il faut l'avouer, très impatients parce que ça n'est pas facile de gérer les organes de presse avec tout ce qu'il y a comme charge. Et c'était vraiment une aide qui vient booster l'exercice du métier par les entrepreneurs que nous sommes, par les journalistes dans la question du matériel et tout. Dites-nous, on est à 11 mois de la fin du gouvernement Talon. Est-ce que l'aide de l'État à la presse sera une réalité? Ce qui me rassure, moi, c'est votre impatience. Parce que quand vous êtes impatient, je sais que ça finit toujours bien. Donc, on est impatient depuis 9 ans. Donc, je suis rassuré. Mais c'est la première fois que vous me l'exprimez, cette impatience. Ah oui. Les autres que vous avez exprimés ont trouvé satisfaction. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, celle-là que vous exprimez, oui. Je suis sûr que comme les autres, oui. Elle va se transformer en réalité, vous allez voir. D'accord. On est à quel niveau par rapport à ça? Vous êtes impatient, non? Oui, et toujours. je dis que votre impatience est une assurance pour moi. Oui, mais et nourrissez un peu mon impatience pour que je sois un impatient calme en me disant, est-ce que vous n'avez pas fini par avoir Kota Kondé? Si. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de commencer le pont de Kankou? C'est un cours. C'est un cours, non? Oui. Donc, par rapport à la presse, nourrissez votre impatience comme vous le faites là, et puis vous verrez bientôt les résultats. Monsieur le porte-parole du gouvernement, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Chers internautes, vous avez compris, le temps ne nous a pas suffi parce que les sujets étaient très pertinents. Les réponses étaient également certainement à la hauteur de vos attentes. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec le porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint Wilfrid Léon Oubédi. À la prochaine. Au revoir.